Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à la radio-télévision Walfadjri. Nous sommes ensemble pour un nouveau numéro de Opinion avec un invité qui n'est plus à présenter pour avoir été dans l'appareil d'État pendant de très longues années et au plus haut sommet. Premier secrétaire du Parti socialiste jusqu'à une date récente, il en est aujourd'hui le secrétaire général. Ousmane Tanor Dieng, bonjour. Bonjour. Et merci encore une fois de répondre à notre invitation. Ousmane Tanor Dieng, c'était l'opposition républicaine. On avait en tout cas l'habitude de le dire. Aujourd'hui, vous changez de cap ou de stratégie. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme explication? Permettez-moi juste, Oumar, de présenter mes condoléances à la famille oumarienne qui a été frappée par un deuil et aussi à la famille de Mahoura Diagué. Que, comme l'occasion m'est offerte, je voudrais le faire. S'agissant de votre question, je voudrais simplement dire que je continue à revendiquer l'opposition républicaine. Parce qu'il y a un malentendu à ce niveau-là. L'opposition républicaine, ça veut dire qu'on est dans le cadre de la République pour défendre les valeurs de la République. De sorte que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et que vous appelez radicalisation se situe justement dans la République et dans la défense des valeurs de la République. Quand on veut défendre les valeurs de la République, il faut la défendre jusqu'au bout et c'est ça que nous sommes en train de faire. Sauf que dans vos propos, on avait l'habitude d'entendre des expressions du genre « nous ne ferons pas ce que Wade faisait quand il était dans l'opposition ». Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Ah non, nous ne faisons pas ce que Wade faisait. Ce que Wade faisait, c'était... j'ai entendu parler ces jours-ci de la Sotrac, mais la situation dans laquelle s'est trouvée la Sotrac, avec l'ensemble de ces bus pratiquement détériorés, cassés, les feux de signalisation qui étaient cassés, les pauvres Sénégalais dont les voitures étaient brûlées. Mais c'est ça que l'opposition avec Abdoulaye faisait. Mais nous ne faisons pas jusqu'à présent, nous ne faisons pas cela. Et de ce que nous faisons, nous simplement, c'est que nous demandons à marcher, à manifester. Et cette manifestation, cette marche sont prévues dans la constitution de l'État. C'est Abdoulaye Wade lui-même qui a donné un statut constitutionnel au droit à manifester. Il s'agit simplement de dire aux autorités que nous voulons marcher, indiquer l'itinéraire, discuter avec les autorités de l'itinéraire et en ce moment-là, ce que l'autorité doit faire, c'est de prendre les dispositions pour encadrer la marche. Mais ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est que toutes les marches sont systématiquement refusées et on met plus de force d'ailleurs qu'il n'aurait fallu pour encadrer une marche et pour que les gens puissent marcher normalement. Donc ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous sommes en train de faire est prévu par la Constitution. Mais ça ressemble à des actes de défiance, ce qui s'est passé hier par exemple à Rufisque. Il y avait une interdiction de la manifestation du préfet, mais malgré tout, vous avez été dans la rue. Non, ce qui s'est passé, c'est que le préfet a indiqué dans l'arrêté que j'ai vu, nous étions allés faire de la proximité dans le cadre du parti. La proximité veut dire on rend visite à certains chefs religieux, nous sommes allés ensuite rendre visite à de vieux militants et rendre visite à certains de nos militants dans leur section. Mais dire que dans le cadre d'une action comme celle-là, les cortèges sont interdits, mais ça n'a pas de sens. Parce que moi, secrétaire général du parti, quand je me déplace effectivement avec des membres du bureau politique. Donc il y a plusieurs véhicules avec lesquels je suis.
Alors interdire cela, c'est interdire le droit d'aller et de venir, et ça c'est inacceptable. Voilà. Parce que peut-être il y a de la foule qui vous suit. Dans ce cas, ce n'est plus une visite de proximité, c'est une manifestation de... Oui, mais une visite de proximité à Rufisque suppose que moi, secrétaire général du parti, je suis accompagné de membres du bureau politique. Il y en avait une dizaine. Ensuite, lorsque je trouve là-bas mes camarades responsables m'accueillent. Et nous allons faire le tour avec un itinéraire qu'on a déjà indiqué. Et la preuve qu'il n'y avait pas de problème. Mais nous avons fait l'ensemble de notre programme, donc de visite de proximité, pendant 4 heures de temps, et il n'y a eu aucun trouble de l'ordre public. Et il disait qu'il y avait des risques de trouble de l'ordre public. Nous avons démontré qu'il n'y avait pas lieu de dire qu'il y a risque de trouble de l'ordre public. Il y avait donc ça, c'est un meeting à la fin? Non, un rassemblement au siège de notre parti là-bas à Rufisque, et les militants étaient les uns à l'intérieur et les autres devant le siège, donc il n'y a même pas eu de rassemblement. Donc voilà ce qui s'est passé. Ce préfet-là, je crois qu'il doit essayer d'examiner ce que signifie l'éthique de responsabilité, parce qu'il ne doit pas s'agir comme ça, de prendre des mesures de cette nature qui compliquent inutilement les problèmes. Nous n'avons même pas été encadrés par des policiers, et la manifestation s'est passée, même dans l'enthousiasme, tout s'est très bien passé. Cela veut dire simplement a posteriori que c'était totalement inutile de prendre un arrêté comme celui-là. C'est ça. Vous avez tenté d'expliquer un peu ce changement de stratégie. On l'a bien compris, vous restez républicain, mais dans tous les cas, vous êtes aujourd'hui dans la rue. Est-ce que vous n'avez pas pris conscience que ce que vous faisiez, en fait, n'était pas de l'opposition? Mais si, c'est de l'opposition. L'opposition, c'est critiquer, c'est dénoncer, c'est proposer. C'est ça l'opposition. Mais le drame dans ce pays-là, c'est qu'on ne voit l'opposition qu'à travers ce qu'Abdoulaye Wade a fait. Même s'il a été le personnage emblématique de l'opposition au Sénégal, mais nous ne sommes pas obligés de nous opposer de la même manière qu'Abdoulaye Wade, ni au même rythme, ni de la même façon. Nous avons notre façon à nous et nous déclinons cette façon-là. Et la situation actuelle, elle est devenue totalement intenable au niveau des populations, et les populations elles-mêmes réclament ce que nous faisons, c'est-à-dire que nous exerçons notre droit à manifester. Il faut que le gouvernement apprenne plutôt à encadrer les marches. C'est ça que prévoit la Constitution. Je vois dans les polices des autres pays, mais on leur apprend à gérer les marches. Ils n'utilisent pratiquement plus de grenades lacrymogènes, et ces policiers n'utilisent n'utilisent pas du tout de matraques électriques. Or, Abdoulaye Wade qui nous avait dit qu'il n'y aurait plus de matraques du tout, on se retrouve avec des matraques électriques. Il n'y aurait pas de gaz lacrymogène, le gaz qui est utilisé actuellement est plus toxique. Donc il y a un recul énorme de ce point de vue-là. D'ailleurs, nous avons saisi la Commission des droits de l'homme des Nations Unies pour ces matraques électriques qu'on est en train d'utiliser. C'est inacceptable. Et de toute façon, la police devient de plus en plus une espèce de police politique qui ne tient pas compte de sa mission, la mission républicaine, la mission régalienne, la neutralité qui doit accompagner leur comportement. C'est ça qu'on attend d'eux, et non un comportement comme celui que nous voyons aujourd'hui. Oui, mais peut-être n'eût été la manifestation des organisations de consommateurs, on n'allait pas voir cette opposition descendre dans la rue. C'est ce qui permet à certains même de dire que vous avez récupéré un combat qui n'est pas le vôtre. Mais non, Oumar, ceux qui disent ça ont la mémoire courte quand même. Mais vous vous souvenez que nous, tous les leaders, avaient été interpellés au cours d'une marche, et avec l'utilisation de ces matraques justement électriques et de gaz lacrymogène. Nous avons été interpellés et nous avons passé, avant l'élection présidentielle, tous pratiquement une journée au niveau de la police. Ça, c'était nous. Il y avait une marche aussi qu'on avait faite, qui avait été organisée, qui avait été autorisée. Donc de ce point de vue-là, ça, je crois que c'est un mauvais argument. Pour ce qui concerne la SCOSEN, nous avons été saisis et la SCOSEN avait demandé notre présence et notre soutien, ce que nous avons fait, c'est tout. Et maintenant, pas de la récupération? Non, pas du tout, pas de la récupération. Si on n'y allait pas, on nous aurait dit qu'on se défaussait. On y va, on dit qu'on récupère. Oui. C'est vraiment difficile. Mais aujourd'hui, ces organisations de consommateurs sont en train de discuter avec l'État, ce que vous ne pouvez pas, vous, en tant qu'opposition dite boycotteuse. Qu'est-ce qui risque de se passer? Est-ce que vous ne risquez pas d'être un peu ridicule si, par exemple, ces discussions-là
aboutissait? Ah, mais si ça aboutit à des solutions valables, utiles, fécondes pour le peuple sénégalais, mais c'est tant mieux, il n'y a pas à être ridicule. Nous les avions accompagnés pour leur manifestation. La manifestation est terminée. Le président de la République, semble-t-il, a demandé à les rencontrer. Ils l'ont rencontré, ils lui ont fait des propositions. Mais le président de la République, maintenant, demande la mise en œuvre de ces propositions. Mais une fois de plus, si le président de la République avait commencé comme ça, il n'y aurait pas, justement, cette marche des consuméristes et il n'y aurait pas tous ces problèmes-là. Ils font toujours les choses trop tard. Et ils font trop peu. C'est ce problème-là que ce gouvernement rencontre. Il n'appelle les gens à la négociation que sous la pression. Voilà, c'est ça la réalité. Et aujourd'hui, si vous continuez dans cette foulée, des organisations de consommateurs qui trouvent des solutions avec le régime, vous poursuivez votre série de manifestations. Là aussi, ça ne vous pose pas problème? Ah non, si les raisons pour lesquelles nous manifestons n'existent plus, mais il n'y a pas lieu de manifester pour ces mêmes raisons. Cela, je crois que va de soi. Mais le problème est que les mesures qui sont proposées ou acceptées par le gouvernement, peut-être que nous aurons l'occasion d'y revenir. Moi, je n'y crois pas. Je crois que c'est des mesurettes. Il y a des mesures de fond qu'il faut prendre actuellement dans la situation d'urgence et des mesures à moyen et long terme. Mais ce qui est en train d'être proposé ne me semble pas pouvoir régler les problèmes avec lesquels nous sommes confrontés. Dans tous les cas, on a baissé dans un premier temps la fiscalité sur les salaires, on a suspendu les droits de douane, etc. Toutes ces mesures ont eu un impact sur le budget de l'État. On parle de 152 milliards de subventions pour soutenir le pouvoir d'achat des Sénégalais. Ça, ce n'est pas rien quand même. Non, ce n'est pas rien, mais il faut faire attention parce qu'il y a quelque part un marché de dupes. Pour ce qui concerne, par exemple, la disposition qui a été prise, les 5 milliards sur la baisse de fiscalité sur les salaires, il faut que les travailleurs fassent attention parce que il faut qu'ils s'imaginent ce que ça représente. Il y a à peu près autour de 210 000 fonctionnaires, masse salariale autour de 300 milliards. Les 5%, vous savez ce que ça représente, c'est 1,5%. Ça, c'est pas... Ça n'a aucun budget. Oui, 1,5% de la masse salariale. La masse salariale. Mais ça, rapporter, ce que les travailleurs doivent essayer de savoir, c'est rapporter à leur salaire, qu'est-ce que ça signifie. Mais ça va signifier quelques petits milliers de francs. Donc, il faut qu'eux-mêmes, il faut une espèce même d'algorithme pour en faire le calcul, parce que c'est très compliqué tout ça. D'ailleurs, les financiers, ils le savent très bien. C'est pourquoi ils ne disent pas que vos salaires vont être augmentés de tel du fait de la baisse de la fiscalité, mais ils leur donnent une masse globale. 5 milliards, puis 6 milliards, mais il faut qu'ils attendent que le calcul soit fait pour qu'ils connaissent, pour qu'ils sachent la véritable répercussion sur les salaires. Et maintenant, ces 130 ou 140 milliards dont on parle, en réalité, l'essentiel, c'est plutôt sur les hydrocarbures. Oui. C'est pas pour ce qui concerne les céréales, c'est pas grand-chose, c'est moins d'une dizaine de milliards. Donc ça n'a pas de signification particulière. Alors, ils jouent sur les chiffres comme ça et ils tentent de berner les populations. Mais dans tous les cas, ce sont des actes qui sont posés face à une situation qui est... Oui, ce sont des actes qui sont posés, mais qui sont des actes insuffisants. Aujourd'hui, les mesures qui devraient être prises devraient être des mesures de mise sur pied d'un plan d'économie budgétaire. Parce que le fond du problème, mais ça veut dire simplement que le gouvernement dépense plus qu'il ne peut financer en réalité, c'est ça. Le gouvernement dépense plus qu'il ne peut. Et aujourd'hui, ce que le gouvernement doit faire, c'est voir l'ensemble de son budget et examiner toutes les niches de gaspillage et procéder à un contrôle des dépenses, à des économies. Et ça, si on le faisait, c'est pas des dizaines de milliards qu'on aurait, mais on aurait, j'en suis persuadé, plus d'une centaine de milliards qui auraient pu être économisés. Et ça servirait, ça pourrait soutenir le prix des denrées de première nécessité, les prix des produits de grande consommation. Et ces mesures-là, elles sont indispensables parce que ça, c'est le court terme, les mesures d'urgence. Parce que on viendra sur les propositions de Wade pour le moyen et le long terme, mais pour l'urgence, c'est qu'il faut que ça se sente
au niveau du panier de la ménagère. Et avec des mesures comme ça qui sont proposées, cette petite subvention... le prix du riz qui est bloqué à 280 francs, ce n'est pas... Mais vous savez très bien que c'est bloqué à 280 francs, mais ce n'est pas appliqué. Si vous allez à côté ici, au niveau de la boutique du commerçant, du détaillant, ou vous allez à l'intérieur du pays, c'est à plus de 300 francs. C'est cela le problème. De sorte qu'ils prennent des mesures, ils ne peuvent pas en assurer l'effectivité. Et c'est le peuple sénégalais qui continue à trinquer. Donc ça, c'est des effets d'annonce, mais ensuite, ce qu'ils ont, les magasins de référence dont ils parlent, ça renvoie un peu à la Sonadis qui existait. Mais avec la Sonadis, il y avait une politique commerciale qui servait de base. Et cette politique commerciale permettait à la Sonadis elle-même de s'approvisionner, pas au niveau des grossistes comme le font les détaillants, mais de s'approvisionner auprès de l'industriel. C'est ça qui lui permettait de faire une économie d'échelle et de vendre à des prix concurrentiels. Mais si vous demandez au niveau des magasins de référence ou au niveau des groupements d'achat des centrales syndicales d'acheter dans les mêmes conditions qu'achètent les détaillants, mais vous aurez les mêmes prix. C'est à peu près sûr. Donc c'est ça le problème. Leurs démarches-là sont des démarches d'amateurs. C'est ça le fond du problème. Et on aboutit à des solutions comme ça. Et parce que qu'est-ce qui explique que malgré tout ce qu'ils font, on ne ressent rien du tout? C'est en définitive que ces mesures n'ont pas d'impact sur la réalité quotidienne que vivent les Sénégalais. Oui, vous avez évoqué dans votre argument tout à l'heure en filigrane la réduction du train de vie de l'État. Vous en avez fait allusion tout à l'heure. Mais là, on vous oppose des arguments comme la réduction du gouvernement ou de sa taille, ou encore un budget qui a plus de 2000 milliards. Ce sont des signes de richesse. Donc forcément, le gouvernement ou l'État doit en profiter. Mais en profiter, est-ce qu'en profiter, ça veut dire créer des dizaines et des dizaines d'agences dont le fonctionnement grève aujourd'hui le budget? Le problème des agences pose un problème même au Fonds monétaire international. Il n'y a même pas de doute. Et d'ailleurs, j'ai vu cette semaine-ci ou la semaine dernière, au niveau du rapport du Fonds monétaire, nous parlons de la réduction du train de vie de l'État. Le Fonds monétaire, effectivement, pose le même problème en parlant de la réduction des dépenses non prioritaires. Il s'agit de la même chose. Ouais. Donc, en définitive, ce problème-là, il est réel aujourd'hui. L'État dépense plus qu'il ne peut. Et la conséquence qui en découle, au niveau du monde rural, nous avions les bons impayés. Aujourd'hui, avec le secteur privé, nous avons les factures impayées. Il y a toutes les factures qui devaient être payées pratiquement dans le dernier trimestre de l'année 2007 ont été transposées pour être payées au cours de l'année 2008. Les factures impayées que l'État doit au secteur privé. Et puis à toutes les PME, PMI. Alors, ça, ce problème-là, pour le régler, il faudra justement toucher aux dépenses qui ne sont pas des dépenses prioritaires, qui ne sont pas des dépenses indispensables. Et faire un plan d'économie budgétaire. C'est ça que nous demandons. Alors, on peut le faire avec justement les agences, dont la prolifération et la création désordonnée crée un véritable problème au niveau de l'administration. On a aujourd'hui une administration qui provoque un éclatement institutionnel. Alors, on peut le faire au niveau des missions et des missions à l'étranger, ambassades et consulats. Là aussi, nous avions laissé une trentaine d'ambassades. Aujourd'hui, il y en a plus de 60. Mais ça, l'État ne peut pas... Vous avez vu d'ailleurs, mais le contexte n'est pas le même quand même. Vous aviez laissé, je crois, un budget de 500 milliards, je crois. Aujourd'hui, on parle de plus de 2000 milliards. En plus de cela, vous avez oublié peut-être la réduction de la taille du gouvernement qu'on vous oppose tout le temps comme argument. Mais la taille du gouvernement, Abdoulaye Wade, avant de vous dire, parlait de 19 ministres. Aujourd'hui, il y en a le double, pratiquement. Il avait dit qu'il allait travailler avec 19 ministres. Et aujourd'hui, de plus en plus, d'ailleurs, dans la plupart des gouvernements, vous avez vu en Espagne ce qui s'est passé, en France, et même pour ça, ce n'est pas un bon argument. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu ce qu'est en train de faire Nicolas Sarkozy. Il a donné l'exemple des missions diplomatiques françaises au Sénégal. Il dit qu'il y a près de 700 agents. Mais il dit que ce n'est pas utile.
Donc ce travail de recadrage, de rationalisation de la carte diplomatique est un travail indispensable. Non seulement il y a trop d'ambassades, mais il y a trop de personnel au niveau des ambassades et des gens qui n'ont rien à voir avec la carrière. C'est ça que nous demandons. Il ne s'agit pas de fermer toutes les ambassades. Le Sénégal doit être représenté. Les agences aussi, il ne faut pas qu'il y ait plus d'agences pratiquement que de ministères. Ça fait un doublon avec les directions qui existent. Je crois que ça, c'est possible. Et maintenant, tout ce qui suit, les institutions, aujourd'hui, il est manifeste que le Sénat ne sert absolument à rien du tout. Enfin, ça, quand on existait du temps de votre... Oui, mais ils l'ont supprimé. Pour ensuite le remettre et le créer dans des conditions désastreuses, parce que, comme vous l'avez vu, les 65 sur les 100 ont été nommés par le président. Donc, aucune espèce de légitimité. La même chose peut être dite pour ce qui concerne le téléphone, les maisons qui sont conventionnées. De manière générale, l'État vit au-dessus de ses moyens, et ce que nous demandons, c'est de voir et d'indiquer. D'ailleurs, la question a été posée au président, et le président dit qu'il faut que le Fonds monétaire nous indique où est-ce qu'il faut faire les réductions, les ponctions. Mais ça, ce n'est pas le travail du Fonds monétaire. Et j'avais posé la question d'abord sur l'avion aussi, l'avion du président de la République, et il a répondu en disant qu'il n'achète pas d'avion, mais qu'il est en train d'en louer. Et qu'on risque de se retrouver avec une location qui serait plus chère que l'achat d'un avion. Là aussi, l'autre question à laquelle nous n'avons pas de réponse, c'est le problème de la pointe de Sangomar. La pointe de Sangomar a été réparée entre 18, 20 et 30 milliards. Ensuite, lorsqu'il y a eu de petits problèmes, une autre réparation à Perpignan autour de 5 milliards. Et cet avion a transporté les joueurs sénégalais à Tamale. Cet avion a transporté pendant le sommet de l'OCI des chefs d'État. Mais pourquoi? Donc il est en bon état. Oui, mais pourquoi le président ne l'utilise pas et maintenant va affréter un avion chaque fois qu'il voyage à coût de centaines de millions? Mais voilà les choses sur lesquelles il est possible de prendre des mesures concrètes et de soutenir le prix des denrées, des produits de grande consommation et les prix des produits de première nécessité. Mais voilà ce que nous proposons, c'est des choses concrètes, c'est pas du... Vous êtes d'accord quand même qu'il y a des signes de recherche à travers l'augmentation du budget de 2000 peut-être à 2008? Oui, mais il faut faire très attention à ce niveau-là, parce que le rythme normal de progression, d'accroissement du budget, c'est entre 8 et 13%. Mais si le budget qu'on avait en 2000, si on calcule son augmentation pendant 8 ans entre 8 et 13%, vous vous retrouvez avec un budget qui est doublé. Donc tout ça, c'est vraiment du maquillage. Ils avancent des chiffres comme ça pour essayer d'éblouir les Sénégalais, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Et d'ailleurs, ce qu'ils font, on compare les recettes avec le budget, on ne compare pas les budgets par rapport au budget. Ça, c'est des questions qui sont des questions techniques sur lesquelles ils surfent là pour que les Sénégalais ne comprennent pas. Mais en parlant de ce doublement ou de ce triplement, ce qu'ils disent est totalement inexact, et nous l'avons démontré dans plusieurs de nos fiches. Et si vous le voulez bien, nous vous enverrons la démonstration que nous avons faite à ce niveau-là. Alors, pour faire face de façon durable aux questions liées à l'alimentation de façon générale, on fait aujourd'hui l'ébauche de ce qu'on appelle la grande offensive agricole. C'est pompeux, hein? Oui, comment... Agricole, je crois qu'il y a abondance et production. Oui. Comment voyez-vous ce plan dit d'intensification de l'agriculture sénégalaise? Oui, mais Omar, pour ma part, je suis peiné. Je suis peiné parce que manifestement, ce plan-là n'a pas été étudié, n'a pas fait l'objet d'une étude sérieuse. Ah, vous en êtes sûr? Absolument sûr, et n'a pas fait l'objet de concertation. Parce que s'il avait fait l'objet de concertation, on aurait associé les acteurs du monde rural. Ils n'ont pas été associés. Et le président de la République, il a présenté son plan, parce que ça, c'est son plan personnel. Et les informations que j'ai, vous savez, moi, je sais comment fonctionne la grande administration, mais ce qui est établi, c'est que les experts des différents ministères, y compris ceux de l'agriculture et des différents autres techniques intéressés, ont appris ce plan-là en même temps que nous. Oui, mais comment voulez-vous que ce soit quelque chose de pensé? Parce qu'il faut que Abdoulaye Wade, le président Abdoulaye Wade, respecte la spécialisation, respecte les métiers des gens.
ce que les gens ont appris à faire et qu'ils savent faire. Nous avons des agronomes d'une qualité exceptionnelle, nous avons des paysans qui ont une expertise. Donc tout ce qui doit être fait dans ce domaine-là doit l'être en rapport avec eux. Et dans le cas d'espèces, mais manifestement, ce n'est pas en rapport avec eux, parce que les chiffres, vous les avez. Je crois que pour le maïs, c'est 2 millions de tonnes. Pour le manioc, 3 millions de tonnes. Pour les autres céréales... 2 millions. Le riz, 5 millions. Le riz, 500 000. 500 000, oui. 500. Alors, mais la première chose qui devait être faite, Oumar, c'est d'évaluer déjà les autres programmes sur les mêmes spéculations. C'est les programmes qui ont été déclinés il y a deux ans. Et ces programmes-là ont été réalisés autour de... pour le manioc, c'est 12% sur les 1 million de tonnes. Pour le maïs, c'est 18%. C'est au niveau des céréales, des autres céréales, qu'on a des niveaux qui sont autour de 50 à 60%. Donc, la première chose était de faire une évaluation pour savoir pourquoi ces programmes qu'on avait déclinés n'ont pas abouti à des résultats. Et maintenant, sur cette base-là, on lance un autre programme. Mais vous multipliez pratiquement pour ce qui concerne le maïs, pour ce qui concerne le manioc, vous multipliez pour le maïs par 20 par rapport aux résultats obtenus en 2006-2007 et vous multipliez par 30 le manioc sur la base des résultats qui sont obtenus à la même période. Alors, ça, je crois que ce n'est pas sérieux, vraiment. Ce n'est pas sérieux. Ça va être un flop retentissant, parce qu'il il est manifeste que d'ici... Et tout ça, c'est pour d'ici 2008-2009. Dès la prochaine saison. Dès la prochaine saison. Oui. Vous imaginez, on est Oumar, à... un mois et demi. Vous êtes en train de dire que ce n'est pas faisable? Mais manifestement, ce n'est pas faisable. Tout le monde le sait, puisque ce n'est pas faisable parce que des programmes à un niveau beaucoup plus faible, 1 million de tonnes, n'ont pas pu être réalisés et ces programmes se sont succédés dans le temps. Vous voulez, au cours d'une même période, avoir un programme pratiquement sur toutes les spéculations et vouloir les réaliser sans nous dire d'ailleurs où est-ce qu'il va prendre les moyens qui vont être mis en œuvre, parce qu'il y a des problèmes énormes liés au paquet technologique, liés aux zones agroécologiques, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. Alors, donc il y a des pommes de fond comme ça, sur lesquelles nous reviendrons avec nos experts pour montrer que ce qui est en train d'être proposé par Abdoulaye Wade n'est pas faisable du tout. Et en plus, il y a tellement de choses, parce qu'il ne se rend pas compte que l'état de nos sols, là, qui sont des sols structurellement et textuellement extrêmement faibles aujourd'hui, nous avions le phosphatage de fond que nous avions commencé, ils l'ont complètement détruit. Ensuite, maintenant, pour ce qui concerne l'engrais, les ICS aujourd'hui sont complètement par terre, malgré ce qu'il dit. Et si on fait un peu la somme des terres qu'il faut pour son plan, c'est-à-dire pour les objectifs qui s'est fixés, on se retrouve pratiquement qu'il nous faudrait à peu près au moins 4 millions d'hectares de terres arables. Or, aujourd'hui, on ne les a pas. Ça veut dire simplement que tout ça n'a pas été sérieusement étudié, planifié, en concertation une fois de plus avec les gens du métier, les spécialistes. Mais est-ce qu'il avait besoin de le faire? Le rôle du chef de l'État, je crois, c'est d'avoir une politique, de lancer des idées et peut-être de laisser à l'administration les concrétiser. C'est pas ça? Senghor ne travaillait pas comme ça, ni Abdou Diouf. C'est-à-dire qu'avant de lancer une idée, mais vous l'évaluez, vous la testez. Vous voyez si c'est une idée saugrenue, si c'est une idée réaliste, si c'est une idée faisable. Parce que vous réunissez des gens, il réunit le commandement territorial, les gouverneurs, les préfets, je crois que c'est essentiellement, et les ministres, c'est ceux qui étaient là. Alors il dit même que les directeurs de cabinet, les ministres, là, chacun va prendre 20 hectares, je crois. Bon, mais tout ça, c'est des choses qui sont... Et vous vous souvenez qu'il y a quelque temps, il avait dit qu'au niveau des comiturats, il fallait aussi trouver 20 hectares pour le tabanani. Maintenant, il en parle beaucoup moins. Et ça aussi, c'est des méthodes qui sont éculées. Ça s'est fait un peu en Côte d'Ivoire à l'époque avec Houphouët-Boigny et les plantations, et parce que le retour au village.
Mais les réalités du Sénégalais sont totalement différentes et il verra bien si on est dans 3 mois, si les ministres iront chacun prendre 20 hectares et s'ils prennent 20 hectares, qu'est-ce qu'ils font en faire par rapport aux spéculations qu'il a. Ça me fait mal parce que le Sénégal a tellement de ressources humaines, tellement de compétences et d'expertise que si ces questions-là étaient étudiées sérieusement, le président les rassemble, les dit voilà ce que je veux. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc cette administration-là, ces experts-là doivent être consultés en amont. Mais bien sûr. C'est ce que vous faisiez. Mais c'est indispensable, mais vous ne pouvez pas. Mais vous n'êtes pas spécialisé. Moi, si vous êtes mon conseiller en communication, mais je ne vais pas d'abord m'adresser à la presse avant de vous dire. Mais le chef de l'État n'a pas quand même tort d'avoir une vision. Un chef d'État, disons. Oui, une vision, c'est une vision. Maintenant, après l'avoir annoncé. Ça, c'est pas une vision, c'est un pilotage à vue. Ah bon? Ah oui. La vision, doit être dans un cadre global avec ces grandes orientations. Et maintenant, une fois qu'on a en quelque sorte ce qu'on appelle des intuitions, parce que ça c'est le rôle du chef d'avoir une intuition, de dire que ça me paraît bon. Mais est-ce que ce qui vous paraît bon est faisable ou ne l'est pas? Pour la faisabilité, la possibilité de le réaliser, ça il n'y a que les experts et les spécialistes pour vous le dire. En ce moment-là, une fois que vous avez discuté avec eux, si vous le déclinez, mais il ne sera pas possible de vous dire à première vue que ça c'est, comme disait Senghor, du tchahan, c'est des oiseaux. Et vous êtes sûr qu'il ne les a pas consultés? Mais s'il les avait consultés, il lui aurait dit que ça, ce n'est pas faisable. Et Oumar Nying, nous sommes là, on verra. Bien, si ça va se réaliser. Si on aura 3 millions de tonnes de manioc, 2 millions de tonnes de maïs, et puis on aura 400 millions de litres de lait, vous imaginez tout ça? Mais quand même, ça, ce n'est pas des choses qui sont faisables dans le temps qui est imparti. Et en plus, j'ajoute que si vous avez vu l'interview dans le Figaro, mais c'est il y a une semaine, le président avait dit qu'il va pour ce qui concerne le riz paddy, c'est 600 000 tonnes, mais il avait dit 100 000 par an. Et ce qui nous conduirait autour de 2015. Mais c'est ça qu'il avait dit. Son ministre du Commerce a dit ça. Et 3 jours après, maintenant, il vient avec un plan comme celui-là qui, manifestement, est hors des réalités. Il est hors du contexte et ce sera un énorme flop. Donc, l'appel qu'il a lancé, sans exception, aux Sénégalais, sans exception, de s'impliquer, ne vous concerne pas, vous? Mais si, d'abord, nous allons lui dire que ce n'est pas réalisable. Oui. La semaine prochaine, nous lui indiquerons que ce n'est pas faisable et nous lui indiquerons ce qui est faisable. Oui. Voilà. Est-ce que ce qui est faisable, justement? Mais ça intéresse tous les Sénégalais. On ne le fera pas pour le Abdoulaye Wade ou pour son gouvernement, on le fera pour le peuple sénégalais. Il faut une révolution verte. C'est pas parce que je suis socialiste, mais il faut une révolution. Qui veut dire quoi exactement? Une révolution verte, c'est-à-dire qu'il faut un plan de relance de l'agriculture, un véritable plan. Ça, ce n'est pas un plan. Il faudra financer. Non, ce n'est pas un plan parce qu'on n'en connaît pas les modalités de financement. Les objectifs sont des objectifs qui ne sont pas sérieux, vraiment, parce qu'on ne peut pas se lever un beau jour en ayant 100 000 tonnes de maïs ou de manioc, dire qu'on va avoir l'année qui vient 2 millions, mais ça, c'est fantaisiste, voilà. Et ça, ce n'est pas bon, et c'est pas bon pour l'image du pays, et je crois que peut-être l'effet qui est recherché, c'est l'effet d'annonce, mais les Sénégalais se rendront compte rapidement que ça, ce n'est pas réalisable, ce n'est pas faisable, ce n'est pas possible, en tout cas dans les délais indiqués. Est-ce que vous pouvez faire mieux? Quelles sont les solutions de sortie de crise? Vous avez parlé tantôt de plan de relance de l'agriculture. Oui, ça veut dire quoi? Mais c'est essentiellement ça, c'est-à-dire que faire un plan, mais un plan qui soit à moyen et long terme et qui soit réalisable. Parce que c'est ça. Parce que pour savoir si un plan est réalisable, si vous fixez un objectif, vous définissez les moyens à mettre en œuvre. Oui. Ça, c'est indispensable. Parce que si vous ne réglez pas les moyens à mettre en œuvre, mais vous pouvez faire tous les plans que vous voulez et vous n'aurez pas les moyens de le faire. Alors, si tout ça, c'est fixé, les moyens de le faire, les personnes ressources pour le faire, le cadre dans lequel on veut le faire, et en ce moment-là, il y a un consensus pour le faire. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une véritable rupture aujourd'hui, une cassure entre ceux qui nous gouvernent et les populations. Parce que c'est la confiance qui était à la base de l'élection de Abdoulaye Wade qui est rompue. Il essaie de reconstruire cette confiance, mais pas sous cette forme-là, parce qu'on se rendra vite compte, je vous dis, dans 2 ou 3 mois, on se rendra compte que ce n'est pas possible ce qu'il propose. En tout cas, vous, dans le cadre de vos prochaines assises nationales, vous
vous proposez des solutions de façon générale. Je reviens à la question. Est-ce que dans ces assises nationales-là, vous avez la solution miracle, disons? Non, pas de solution miracle, non. Oui. Nous n'avons pas cette prétention-là. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons d'abord partager le diagnostic du pays pour voir quel est l'état des lieux, comment se porte le pays dans tous les domaines économiques, politiques et sociaux. Oui. Et si nous partageons le diagnostic, nous essayons de construire des consensus sur les fondamentaux, sur ce qui vraiment est le plus important, fondamentaux politiques, fondamentaux économiques et fondamentaux sociaux. Et aussi, et je crois que ça c'est important, nous essayons de trouver des solutions aux questions urgentes. Oui. Les questions urgentes touchent au monde rural, touchent à l'école sénégalaise qui est dans une situation qui aujourd'hui est particulièrement inquiétante, touchent maintenant au quotidien des Sénégalais, c'est-à-dire le problème des prix des denrées de première nécessité. Tout qui touche aussi à la gouvernance, à la gouvernance démocratique. Oui. Sur ces questions-là, sans préjugés, nous allons échanger. Et avec ceux avec lesquels nous travaillons, moi je crois que c'est des gens qui sont d'une compétence incontestée. Nous prenons les meilleurs presque partout. Nous discutons avec eux et nous voyons, nous aussi, nous avons une expérience, une pratique de l'État. Nous savons des choses qui sont possibles et des choses qui ne le sont pas. Et on essaie, pour les questions urgentes, d'arriver déjà à des résultats d'étape. Et maintenant, pour les questions à moyen et long terme, qui touchent l'agriculture, qui touchent le tissu industriel, qui est totalement par terre, qui touchent tous les problèmes concernant l'État, la République, la nation, les valeurs, toutes ces questions-là, nous allons pouvoir échanger avec des spécialistes, des experts, et essayer de trouver des solutions consensuelles. Donc, nous n'avons pas dit qu'il y a des solutions, il suffit de les décliner. Nous n'avons pas cette prétention-là. Nous avons, avec humilité, discuté des problèmes, écouté tout le monde, et les contacts d'ailleurs que nous avons les uns avec les autres sont des contacts qui sont particulièrement féconds, particulièrement fructueux. Et Mohamed Mbodj dirige aujourd'hui ce fameux comité ad hoc qui est en train de préparer les assises nationales. Les travaux sont bien avancés, il le fait avec intelligence et ouverture d'esprit et nous pensons que nous arriverons assez rapidement à des solutions. Nous avons bon espoir puisque aujourd'hui, sauf Wade et ses turiféraires et les alimentaires qui l'accompagnent, à part cela, tout le Sénégal, pratiquement, les syndicats, le patronat, la société civile, les organisations socio-professionnelles sont d'accord pour les assises. Si on a un consensus national de cette valeur, je pense que la sagesse voudrait que Abdoulaye Wade lui-même vienne aux assises nationales parce que c'est le cadre approprié pour discuter de manière transparente et claire avec les Sénégalais et trouver des solutions. Et il va en profiter naturellement Comment? Bien sûr, on aboutira à des solutions consensuelles sur les principales questions, l'ensemble des Sénégalais. Mais en ce moment-là, s'il le met en œuvre, mais c'est un plan qui a l'agrément de l'ensemble des Sénégalais ou la quasi-unanimité des Sénégalais. En tout cas, cela fait dire à certains que c'est de la consultance tout court. Non, pas du tout. Nationales. Non, mais la consultance, ça suppose que vous soyez payé, je suppose, parce que je ne connais pas. Au-delà de cet aspect, bien sûr. Non, si l'État y participe, si le régime y participe, c'est évident. Maintenant, dans le cas contraire aussi. Pas du tout. Nous, on ne le fait pas pour Abdoulaye Wade. On ne le fait pas pour son gouvernement. On le fait pour le peuple sénégalais. Nous avons une crise multidimensionnelle, multisectorielle. Nous avons des urgences qui ne peuvent plus attendre. Mais nous disons que, en tant que fils du Sénégal, nous devons réunir les meilleurs fils pour essayer de trouver des solutions. Maintenant, ces solutions, si Abdoulaye Wade les met en œuvre, ben c'est tant mieux pour lui parce qu'il peut même participer et refuser de mettre en œuvre ce programme. Mais ce programme-là va nous engager, nous qui avons contribué, nous politiques, nous, société civile. Mais à partir du moment où ça nous engage, le jour que nous serons aux responsabilités, on le mettra en œuvre et ce sera un bréviaire pour le combat que nous allons mener. Donc, de ce point de vue-là, et puis c'est inédit, c'est pour la première fois. Ce qu'on est en train de faire au Sénégal, c'est ça l'exception sénégalaise. Dans des situations particulières qui pourraient aboutir à un affrontement, réfléchir et ensemble trouver des solutions. C'est ça qui fait notre force, je crois, et c'est ça qui fait que ce que nous sommes en train d'envisager, je crois, donnera de bons résultats. C'est ça. Dans la situation purement politique du pays, on évoque de plus en plus la dissolution de l'Assemblée nationale. L'objectif serait de coupler législative au local. Si ce projet d'élection anticipée se réalise, qu'est-ce qui va se passer à votre niveau? Vous allez applaudir des... D'ailleurs, moi, je vous dis que je suis d'accord pour que l'Assemblée soit dissoute. C'est une Assemblée qui est, à mon avis, totalement illégitime parce qu'elle a été élue autour du quart
de la population sénégalaise. Donc cette assemblée-là souffre d'un crédit de légitimité. Donc si cette assemblée était dissoute, ce serait une bonne chose. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais le président ne pouvant le faire que après les 2 premières années, peut-être que c'est pour ça que les gens commencent à le dire. Et comme c'est Maître Ousmane Seye qui le dit, qui est un conseiller de Wade, c'est peut-être que c'est ce qui va se passer. C'est peut-être ce qui va se passer. Je dis ce serait une chance pour l'opposition? Non, pas du tout. Ce serait faire justice à l'opposition, parce qu'en réalité, Maître Seye, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en réalité, il y a une opposition qui est là, qu'on ne peut pas ignorer, parce que le soleil, il est là, il nous frappe avec ses rayons, on ne peut pas l'ignorer. Donc cette réalité de l'opposition que nous sommes, ou bien on nous met dans les institutions et on travaille dans le cadre des institutions. Si nous ne sommes pas dans les institutions, nous constituons un centre autour duquel se joue la vie politique. Aujourd'hui, c'est ce que nous sommes arrivés à constituer par les assises nationales. Les assises nationales, en fait, sont aujourd'hui le vrai débat et le vrai combat, la vraie réflexion. C'est vous qui vous êtes exclus. Ah si, il nous a exclus parce qu'il a créé des conditions qui étaient inacceptables pour nous. C'est parce que même si on fait, supposons, des élections anticipées, des élections couplées ou découplées ou désaccouplées, comme on veut, s'il n'y a pas de transparence, parce que c'est ça le fond du problème, notre bataille est qu'il y ait des élections transparentes et régulières. À partir de ce moment-là, ceux qui seront élus à la suite de ces élections, mais seront légitimes et acceptés par tous les acteurs du jeu politique. Donc le vrai débat, ce sera de revoir ce fichier-là. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon, ce fichier, il n'est pas bon du tout. Il faut le revoir. Et il y a Cheikh Tidiane Sy qui a remplacé aujourd'hui Ousmane Ngom. Pour ma part, je n'ai pas de préjugés sur les gens en disant que forcément il fera ce que Ousmane Ngom était mauvais. Nous avons refusé de le rencontrer. Maintenant, si Cheikh Tidiane Sy vient et travaille avec nous sur les bases dont nous discuterons, et s'il accepte de travailler à ce que les élections qui viendront soient des élections transparentes et régulières, moi je pense qu'il faudra essayer avec lui pour voir ce qu'il va... Vous croyez qu'il va le faire? Je ne sais pas, mais moi je n'ai pas d'a priori. Je considère simplement que s'il se comporte comme Ousmane Ngom, nous n'accepterons plus de pas de le rencontrer. C'est ça. Alors Ousmane Tanor Dieng, nous sommes presque à la fin de cette émission. Nous allons revenir avec vous sur ces accusations récemment d'un militant ou d'un responsable libéral à votre égard, qui vous accusait donc de vouloir déstabiliser un peu le régime depuis la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous pensez que moi j'ai la tête d'un putschiste? Quand même pas. Je crois qu'aucun Sénégalais n'a pris ça au sérieux. Moi, c'est vraiment ça, Oumar, ce n'est pas sérieux. Mais quand même, quelle est la vérité sur ce voyage que vous avez à faire? Tout est faux. Vous n'étiez pas en Côte d'Ivoire? Si, j'étais en Côte d'Ivoire, mais pour d'autres raisons. Mais je vais en Côte d'Ivoire comme je vais dans d'autres pays. Moi, je n'ai pas besoin de faire de la publicité sur ce que je fais. Oui. Et comme vous dites, pour parler de consultage, justement, je vais dans un certain nombre de pays où je suis interrogé sur un certain nombre de questions. Donc ça, je sais bien, c'est certain que je suis allé en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Mais je n'ai rencontré aucune des personnes dont il parle. Pas Gbagbo. Et y compris cette fois-ci, même pas Gbagbo, puisqu'il n'était pas là-bas. Il n'était pas sur place, donc je ne pouvais pas le rencontrer. Les autres aussi, je ne les connais pas. Celui qui est chargé de la sûreté ou de la défense. Et puis c'est quand même gros ça, que moi-même, j'aille, quittant le Sénégal, rencontrer le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le directeur de la Sûreté, le président de l'Assemblée nationale. Mais quand même, il faut être intelligent. Ça, ce n'est pas imaginable. C'est grotesque. Alors, maintenant, ce que nous avons fait... Tout de même, vous avez de bons rapports avec tout ce bon monde-là? Non, je ne les connais même pas. Moi, okay. je connais le président Gbagbo, parce que nous sommes au sein de l'international socialiste, dont j'assure la présence du comité Afrique. Je connais Afinguessan, mais tous les autres dont il parle, je ne les connais pratiquement pas. Alors donc, je ne sais pas d'où est-ce que ça est sorti, mais on lui a servi une sommation interpellative pour lui dire de prouver ce qu'il a dit. À ce jour, il n'a pas répondu. Et il ne peut pas répondre parce que c'est faux. Ça n'a aucun sens. Maintenant, il se dit qu'il a été manipulé par le pouvoir, comme d'habitude, pour essayer de ternir mon image. Mais quand même, c'est trop gros et c'est nul, vraiment. Ok, donc Ousmane Tanor Dieng, peut-être un mot. Nous sommes à 2 minutes, je crois, sur le sommet de l'ECI. C'est terminé. Oui. Évaluation en quelques mots. C'est style très graphique. Malgré ce qu'on dit, c'est un flop, c'est un échec, puisque le taux de participation est le plus faible de l'ensemble des sommets qui ont été organisés depuis la création de l'OCI.
établi au sommet où il y a les souverains chefs d'État qui sont présents. 2, les travaux sont inachevés. Je l'avais dit, on m'avait dit le contraire. Mais aujourd'hui, vous voyez le tunnel, quand vous venez de Dakar, ce tunnel-là, il est fermé jusqu'à présent. Quand cette partie-là sera finie, on fermera l'autre. Et d'ici la fin de l'année, ou même jusqu'à l'année prochaine, ces travaux vont continuer. Et vous avez vu ce qui est advenu de l'accord entre le Soudan et le Tchad. Les problèmes ont recommencé de la plus belle manière. Et enfin, pour ce qui concerne la charte, puisque c'est le 4e point, mais cette charte-là, sa réforme est un processus qui s'est fait sommet par sommet. Au premier sommet, il y avait 4 ou 5 institutions. Au moment où l'on venait à Dakar, il y en avait 11 déjà. Alors, et enfin, ce qui est important aujourd'hui pour nous, en ce qui concerne l'OCI, c'est qu'il y ait une reddition détaillée des comptes de l'OCI. Ça, et un audit sur ses procédures, sur ses moyens, sur tout ce qui a été fait dans le cadre de l'OCI. Ça, c'est indispensable parce que sinon, ce qui va être l'OCI va continuer à être une nébuleuse. Et ça, ce n'est pas bon pour l'image du pays, ce n'est pas bon pour la présidence de Abdoulaye Wade, ce n'est pas bon pour ceux à qui cette tâche avait été confiée. Mais il y a du profit quand même. On a vu des infrastructures routières. Oui, mais il y a un problème d'opportunité. Je vous dis que l'argent qui a été mis sur la corniche pouvait faire... parce que si vous prenez la route qui va à Tambacounda, de Tamba à Kaolack, de Tamba à Kaolack, ça fait 260 km. Vous avez le budget qui est prévu, c'est 24 milliards. Donc ça fait à peu près autour de 100 milliards par kilomètre. Ici, on nous fait un budget dans lequel il y a plusieurs milliards, 4 milliards et demi par... même si on y ajoute les ouvrages d'art, si on retranche les ouvrages d'art, on se retrouve devant des chiffres faramineux. Donc il y a eu là un vrai gâchis, il y a un problème d'opportunité et qui fait que cet argent-là aurait dû être utilisé ailleurs d'une meilleure manière. C'est ça. Merci beaucoup. Dans tous les cas, Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du Parti socialiste, il était notre invité pour ce présent numéro d'Opinion. C'est fini, on se retrouve dimanche prochain avec un autre invité. Très bonne suite de programme. Merci.